Xavier était le premier. Et je vais donner tout de suite laisser la place tout de suite à deux expertes de la médiation et du numérique. L'Atlantique les sépare, mais comme vous le verrez, elles partagent de nombreux points de vue et méthodes pour déployer ces nouveaux outils numériques in situ, puisque c'était le thème que je leur avais proposé, de la visite à l'expérience, les nouveaux outils de visite in situ et surtout comment les déployer au mieux. Et je vais tout de suite laisser la parole à Sylvia Filippini Fantoni, directrice de la médiation, des médias et de l'évaluation. C'est un très beau titre, j'aime beaucoup ta fonction. Elle met vraiment le public au cœur de l'expérience muséale à l'Indianapolis Museum of Arts et je te laisse tout de suite la parole. Alors, je vais essayer de... C'est comme ça? Très bien. C'est compliqué. Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, avant tout, je m'excuse dans le sens que le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, de temps en temps, je vais utiliser des mots anglais, pardon. Et peut-être, je vais vous poser des questions par rapport à comment est-ce qu'on dit ça en français. Donc, ça va être une expérience interactive. Alors, très bien. Comme Pierre l'a dit, je m'appelle Sylvia Filippini Fantoni. Je suis directrice de la médiation des médias et des évaluations au Musée d'Art d'Indianapolis. Mais j'enseigne aussi au sein du Master Multimédia Interactive à la Sorbonne. Donc, je viens de passer une semaine de cours avec mes étudiants qui sont aussi dans le public. Donc, j'espère que vous allez interagir avec eux plus tard. Et aujourd'hui, je vais quand même un peu partager l'expérience qu'on a fait, les stratégies qu'on a mises en place dans le musée dans les 3 dernières années pour essayer de mieux engager nos visiteurs, surtout des jeunes visiteurs. Alors, juste parce que je ne m'attends pas que la plupart de vous sachent où se trouve le musée d'art d'Indianapolis, parce qu'il se trouve vraiment au milieu de rien. On est vraiment à 3 heures de Chicago, donc plus ou moins c'est la ville la plus proche. Mais même si ce musée se trouve au milieu de rien, c'est quand même un musée assez important et assez vieux, c'est-à-dire qu'il existe depuis 1883. Ça fait presque 150 ans. Pour les États-Unis, c'est quand même beaucoup. Et c'est un musée assez complexe, dans le sens qu'on a une collection d'art, qui est une collection d'art classique, Moyen-Âge, Renaissance, africaine, asiatique, contemporaine. Mais on a aussi un grand parc qui fait environ 150 hectares. Il y a un parc de sculptures d'art contemporaine. On a des jardins classiques, ainsi qu'une maison qui a été construite au début du XXe siècle. Donc c'est quand même une organisation complexe. Alors, il y a 3 ans, il y a eu un changement de directeur et ainsi qu'un changement de direction. L'administration précédente s'était concentrée plutôt sur faire connaître le musée au niveau national et international, et ils ont fait quand même un très bon boulot. Mais cela était un peu au détriment de la relation avec la communauté locale. Donc on a commencé à voir les visiteurs partir, et plus d'articles au niveau de la presse nationale et internationale. Et alors, le directeur qui est arrivé il y a 3 ans, il a un peu changé de politique. Il a voulu se concentrer sur vraiment reconstruire cette relation avec le public local. Vu que nous, à Indianapolis, on n'a pas beaucoup de touristes parce que, bien évidemment, on est au milieu de rien. Alors, on était un peu obligés à reconstruire cette relation. Et cet engagement avec la communauté s'est fait en principe par 3 stratégies différentes. Avant tout, la mise en place d'une équipe d'évaluation et de recherche sur le public que je gère. C'est une équipe de 5 personnes, entre part-time et full-time. Voilà les mots anglais. Alors, vraiment, dans l'essai de découvrir et mieux connaître les visiteurs qui viennent au musée, mais aussi les visiteurs qui ne viennent pas au musée. Et pourquoi ? On a aussi mis en place une politique de programmation non traditionnelle. Ce n'est pas ce que je fais moi, et ce n'est pas le but de cette présentation, mais si vous avez des questions sur ça, je peux en parler pendant le déjeuner. Et la 3e partie de cette stratégie, c'est le développement d'un nouveau modèle de développement d'exposition qui est centré sur le visiteur. Donc l'idée, c'était de mettre le visiteur au centre de l'expérience de développement de l'exposition. Alors l'idée, c'est que dans cette image, vous voyez que l'attention est mise sur les œuvres. Alors l'idée, c'était vraiment de prêter autant d'attention aux visiteurs qu'on prête aux œuvres, surtout pour ce qui est le musée d'art. Alors, je vous explique en quelques mots cette approche centrée sur le visiteur. Alors, le vieux modèle qu'on avait en place avant, il y a 3 ans, était basé vraiment sur le conservateur qui était au centre de toute l'expérience de développement d'une exposition. C'était le conservateur qui prenait toutes les décisions
sur les contenus, les œuvres exposées, la structure de l'expo. Bien évidemment, il coopérait avec d'autres départements, mais il s'agissait plutôt de la coopération et surtout les décisions finales étaient prises par les conservateurs et surtout l'implication, par exemple, du département de médiation était vers la fin de l'expérience, quand toutes les autres parties et aspects étaient déjà décidés. On est passé à un modèle beaucoup plus coopératif, dans le sens que maintenant, on a une équipe interdisciplinaire qui est composée par un conservateur, un médiateur, un évaluateur, qui sont censés représenter le public à la table, un designer et un responsable de projet. Et ce groupe se rencontre dès le début. Quand on décide qu'on va faire une expo, le groupe se forme et prend toutes les décisions ensemble. C'est-à-dire que c'est le groupe qui prend les décisions ensemble relativement à tout. Contenu, œuvre exposée, structure de l'exposition, titre et tout ça. OK ? Donc, une approche de type coopératif. Deuxième aspect, la première chose que ce groupe fait quand on se rencontre, on commence à discuter sur l'expo, c'est qu'on crée un document qui s'appelle la Big Idea. Là, c'est vraiment un document qui identifie quels sont les messages clés qu'on veut communiquer aux visiteurs. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retirent de cette expérience? Et ce document, qui est un document de une page maximum, ou même la plupart des cas des demi-pages, ça devient ce que j'appelle la Bible de l'exposition. C'est-à-dire que ça sert à définir tous les autres aspects de l'exposition. Ça sert à définir quelles sont les œuvres qu'on va choisir sur la base de quels sont les objectifs. Ça va définir quelle est la structure et le design de l'exposition. Même le titre, il doit servir à communiquer certains de ces messages déjà. Il est utilisé pour définir le plan de médiation, c'est-à-dire quels sont les outils de médiation qu'on va mettre en place. Et il va aussi, bien évidemment, être utilisé pour développer les contenus. Donc c'est donc un document fondamental et c'est la première chose qu'on fait en tant que groupe ensemble. Après, qu'est-ce qui se passe? Le troisième aspect de cette stratégie de mettre le visiteur au centre de l'expérience de visite, de création d'une exposition, c'est de tester les différents aspects de l'exposition avec des visiteurs potentiels ainsi que de visiteurs existants. On teste vraiment tout ce qu'on peut, c'est-à-dire on part de tester le concept de l'expo. Alors déjà, on se demande, alors ce type de concept, est-ce qu'il va intéresser à certains publics plutôt que d'autres? Donc quels sont ces publics pour qu'on puisse vraiment faire une planification qui peut être ciblée sur plusieurs publics en même temps? On se pose la question, la big idea, donc les concepts qu'on veut transmettre, les messages qu'on veut transmettre avec l'expo. Alors, est-ce que les gens sont intéressés à ces messages-là? Est-ce qu'ils ont d'autres questions par rapport aux œuvres exposées qu'on n'a pas pris en compte? Et donc, on utilise cette analyse, cette évaluation pour un peu mettre à jour notre vision dans la big idea. On teste souvent des titres d'exposition parce que souvent on veut être sûr que le message qui est communiqué est bien les gens comprennent ce qu'on veut dire avec ce titre, qu'ils ne vont pas se faire des idées sur des choses qu'en effet ils ne vont pas voir. On teste souvent l'identité visuelle d'une exposition et surtout on teste tous les outils de médiation analogues et numériques. Alors, on utilise plusieurs méthodes pour faire tous ces tests. Là, vous voyez un mélange de enquête, entretien, focus group, prototype papier, surtout pour tout ce qui est interactif. Et la chose, comme je disais, la plus importante au niveau de test, c'est ça vraiment de tester tous les outils de médiation. En particulier, on commence par des tests de prototype papier. Vous voyez, c'est qu'on développe un concept, on crée un prototype papier très, très, très simple, et puis on sort de nos bureaux, on va dans les salles, et on teste avec une quinzaine de visiteurs pour commencer à voir si l'idée l'intéresse, et si c'est un peu la base de l'interface qu'on va utiliser. Après, on développe des wireframes, on développe du design, et on on reteste avec d'autres personnes. Donc, c'est un développement de façon itérative. Et l'idée, c'est de simplifier de plus en plus, d'essayer de développer un produit qui est très intuitif, parce qu'on sait très bien que les gens ne lisent pas les instructions, donc ils doivent comprendre tout de suite de quoi il s'agit dans le contexte de l'exposition et l'utiliser tout de suite. Okay? Donc cela est important parce que nous, au début, on a toujours la tendance à ajouter des fonctionnalités et des aspects complexes. Et l'idée de tester à chaque fois, je note que ça enlève des fonctionnalités et la complexité de l'application pour rester à la fin au cœur de ce que le visiteur peut faire. Alors, normalement,
comment est-ce qu'on fait ces tests? On a un chariot dans notre département de médias et d'évaluation. On sort avec ce chariot dans les salles, dans les jardins, et on a des prototypes. Et bien évidemment, on arrête des gens, on leur dit, vous avez 2 minutes à nous donner pour que je puisse vous poser des questions par rapport à quelque chose. Normalement, donc, c'est un test, soi-disant, mobile, un peu partout dans le musée. Mais on commençait à avoir beaucoup de prototypes à tester en même temps. Donc, on s'est décidé pourquoi est-ce qu'on ne va pas créer un espace à l'intérieur du musée dans lequel on va installer des prototypes avec une personne. Certains prototypes peuvent être testés tout seuls. Donc, on laisse des post-it. Là, vous voyez, on laisse des post-it et les gens peuvent vous donner des commentaires. Mais pour d'autres, on a besoin de d'un facilitateur qui observe l'interaction et qui pose des questions. Alors là, je vais vous montrer une vidéo de cet espace qu'on a ouvert. Il est ouvert pendant 1 semaine, qui s'appelle Tested Lab, et on a installé 5 ou 6 différents prototypes qui étaient à différents niveaux de développement. Certains, c'était des concepts, d'autres, c'était plutôt développé, d'autres, c'était vraiment à la fin, et on voulait juste faire de la bêta testing. Et on a utilisé cette opportunité pour récolter de l'information de la part de visiteurs. Donc, dans ce cas-là, le testing devient vraiment un espace d'engagement du visiteur aussi, qui peut venir dans cet espace tout seul avec la famille pour s'amuser. Et en même temps, ça nous donne de l'information utile sur ces prototypes. On a eu beaucoup de succès avec cette première application en septembre, donc on a répété ça en décembre. On a changé de place parce que malheureusement, on doit prendre un peu les galeries qui sont à disposition. Alors, on a changé de place et on a aussi testé d'autres prototypes. Donc, vous voyez, on a des prototypes analogues, on a des prototypes numériques. Alors là, c'est par exemple un prototype d'emploi interactif qui va être numérique, mais la première version est en papier. Donc, voilà un peu comment se déroule, se fait. Alors, une chose fondamentale, c'est que même quand l'exposition ouvre, on n'a pas fini de tester, parce qu'on fait ce que j'appelle, en anglais, on dit remedial evaluation. Je ne sais pas si corrective, c'est le bon mot, mais c'était la seule chose que je pourrais trouver. Et on fait encore des changements. Les 2 premières semaines de l'exposition sont fondamentales, donc on passe beaucoup de temps dans les salles, on observe les visiteurs, on les interroge, et des fois, on fait des petits changements. Là, on s'était rendu compte que les gens ne comprenaient pas que c'était la voiture qui était couverte en tissu. Ils pensaient que c'était seulement l'intérieur de la voiture. Et alors, on a changé un peu le texte pour rendre le contexte plus clair. Donc, on fait encore des petits changements une fois que l'expo a ouvert. Alors, là, c'est la méthode qu'on utilise. Donc, le visiteur y est vraiment consulté à chaque étape. Et quels sont les résultats qu'on a obtenus? On a maintenant fait plus ou moins ouvert 10 expositions avec ce type d'approche. Et voyons-nous les résultats qu'on a obtenus. Alors, ça, c'était une exposition au musée d'Indianapolis il y a 3 ans. Là, c'est une exposition maintenant. Donc, vous voyez, il y a quand même plus d'engagement et d'opportunités d'engagement. Au niveau de résultats numériques, parce que quand même, j'aime bien les statistiques, on a quand même vu aussi une augmentation du niveau de satisfaction du visiteur par rapport à leur expérience de visite. Là, c'est quand on utilisait le vieux méthode, et là, c'est quand on utilisait de nouvelles méthodes. Donc, vous voyez que quand même, il y a une augmentation du niveau de satisfaction du visiteur. Là, c'est sur une échelle de 1 à 5. Cela était très important pour nous. Une autre chose qu'on a notée, c'est qu'on a aussi amélioré la façon de communiquer nos messages. Alors là, vous voyez, ici, c'est la liste de messages communiqués sur chaque expo. Là, c'est les différentes expos. Et vous voyez que le pourcentage des gens qui mentionnent automatiquement et spontanément pendant l'entretien de sortie de l'expo le message clé est augmenté. Donc, on arrivait à mieux communiquer par ce système les messages clés de l'expo. En plus, il y a aussi une augmentation de visiteurs. Cela est dû à d'autres raisons. Je ne veux pas dire que c'est seulement dû à ça. Il y a d'autres raisons. Le sujet de l'exposition, les ressources marketing qui ont été employées sur une ou l'autre expo. Mais quand même, on a vu plus que doubler le nombre de visiteurs aux expositions temporaires dès qu'on a appliqué cette nouvelle méthode. OK? Alors, la dernière chose, ce qu'on a vu, c'est qu'on obtient une meilleure intégration des outils de médiation numérique et analogue dans l'exposition. Parce que comme je vous le disais avant c'était quelque chose qu'on concevait juste à la fin du développement de l'exposition. Il y avait le conservateur qui venait chez nous. « Ah, j'ai 3 000 €, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut développer? J'ai un petit espace à la fin de l'expo où il n'y a rien. Est-ce que vous voulez développer quelque chose ?» Maintenant, la médiation, elle est conçue dès le début. Elle est vraiment conçue avec le reste du design de l'exposition. Donc, cela fait que le taux d'utilisation des outils de médiation est augmenté. Et les outils de médiation sont beaucoup mieux intégrés dans l'exposition. Alors là, je vais vous donner quelques exemples, surtout d'exemples numériques, vu que c'est le sujet de la conférence.
Alors là, c'est une sorte de schéma qui explique les différentes modalités d'engagement qu'on utilise, les stratégies d'engagement qu'on utilise dans notre musée envers les visiteurs. Il y a des formes plus passives d'engagement, hein, l'idée de consommer des contenus de façon passive, à des formes plus actives, entre autres, permettre aux visiteurs de choisir des contenus, de préférer des contenus, de discuter des contenus et aussi de créer des contenus. Et là, on voit comment, à chaque étape, les nouvelles technologies peuvent nous aider à atteindre ces modalités d'engagement. Alors, en commençant par la consommation de contenu. Donc, une chose qu'on a essayé de faire dans ce processus, c'est d'essayer de proposer des contenus visuels, beaucoup plus visuels et moins de texte. Donc, bien évidemment, les technologies peuvent nous aider parce qu'on peut fournir des projections, des vidéos sur écran ou de projections, et même créer des espaces immersifs dans les expositions. Donc, on a essayé de faire plus de ça dans les expositions déjà. Deuxième exemple, c'est vraiment ce que j'appelais le choix de contenu, c'est-à-dire la technologie vraiment nous permet de permettre aux visiteurs de choisir de contenu selon leurs préférences et intérêts personnels. Et donc, on a vraiment intégré dans les expositions des outils qui permettent de faire exactement ça. Vous voyez l'exemple des applications sur iPad qu'on a développées. Là, c'est pour une exposition sur le design de voitures. Il y avait 17 voitures dans l'exposition. Les visiteurs pouvaient cliquer sur une voiture et puis découvrir des contenus supplémentaires qui n'étaient pas inclus, des vidéos, des images, des textes, qui n'étaient pas inclus dans le texte de description de l'œuvre. Et là, vous avez vu qu'on a, selon l'exposition, on a un taux d'utilisation de 30 à 50%. Donc, c'est quand même la moitié et un tiers des visiteurs qui utilisent ces outils. Pareil pour les guides multimédia. Donc, on offre des guides multimédia. L'idée, c'est que les gens peuvent choisir les œuvres qui les intéressent. Et même sur chaque œuvre, on propose de temps en temps plusieurs typologies de contenu. Okay? Des autres exemples qui sont en voie de développement, on est en train de développer pour une expo sur l'art de l'Indiana, parce qu'en effet, c'est le bicentenaire de la création de l'État de l'Indiana. Donc, on fait une sorte de célébration de l'art de l'Indiana. Une exposition qui montre 19 artistes. Et là, on a créé un plan de l'Indiana. Et l'idée, c'est de permettre aux visiteurs de comprendre, avec l'interaction avec le plan, quelle est la relation entre chaque artiste et le territoire. Et ça, c'était un objectif, un concept clé qui est ressorti de l'évaluation formative qu'on a fait sur cette exposition. L'autre exemple, c'est un album interactif de coupures de journaux et photos qui est pour une autre exposition. Donc l'artiste a vraiment récolté tous ces coupures de journaux avec des articles sur son art. Et ce journal, il est bien évidemment exposé dans l'expo, mais il est trop fragile pour être utilisé par les visiteurs. Donc on a digitalisé tout ça et on a créé un outil qui permet de feuilleter l'album ainsi qu'interagir avec des contenus ajoutés. Et c'est en effet une étudiante du master qui a développé l'interface pour ce projet. Donc si vous avez des projets à faire, consultez les étudiants parce que ça peut quand même être très intéressant de travailler avec eux. Un autre exemple, comme je vous disais, les nouvelles technologies peuvent faciliter ce qui est la préférence. Donc, demander aux gens quelles sont leurs préférences par rapport à quelque chose ou de voter pour quelque chose. Alors là, c'est un exemple d'un projet qui a eu pas mal de succès, qu'on a développé pour l'exposition toujours sur les voitures. C'est un quiz à la BuzzFeed. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des quiz de profil personnel. Vous répondez à des questions personnelles et on vous dit à quel profil vous correspondez. Nous, on a choisi 5 voitures dans l'expo. Et chacun avait des caractéristiques de design spécifiques qu'on pouvait associer à des profils de personnalité. Et on a préparé ce quiz. Au début, l'idée, c'était les gens à exprimer leurs préférences par rapport à des questions. Et puis, on leur proposait le profil de voiture auquel ils correspondaient. L'idée, c'était qu'on avait conçu ça comme outil en ligne au début, mais vu qu'on a eu quand même pas mal de réponses, on a décidé pendant les 2 derniers mois de l'exposition de le mettre à disposition aussi à la sortie de l'exposition. Et là, on a vu qu'il y a eu presque 50% de visiteurs, donc 1 sur 2 visiteurs, à participer au quiz. Et souvent, il y avait plusieurs personnes qui le faisaient en même temps, donc c'est même plus que le 50%. Donc voilà un exemple de comment on utilise la technologie pour aider la participation de type pour exprimer les préférences aux visiteurs. Les nouvelles technologies peuvent aussi nous aider à faciliter la discussion entre l'institution et le visiteur, mais aussi parmi les visiteurs. Et là, c'est un exemple d'un projet qu'on a développé pour une exposition de photos. C'est une exposition qui parlait de la photo au début du XXe siècle et comment les artistes utilisaient la photo pour s'inspirer. Et l'idée, c'est qu'on a créé un concours de photos en ligne. Les gens, pendant les 3 mois de l'exposition, ont soumis 2600, presque 2700 photos.
Mais sur le site, l'idée, c'était qu'on pouvait permettre aux gens de commenter et de voter. Donc, on a eu 11% de photos avec de commentaires, avec plus de 1000 commentaires. Et la plupart des commentaires étaient des commentaires promotionnels. Vote pour moi, ou merci d'avoir voté pour moi, ou j'ai voté pour toi. Mais il y a eu quand même un 35% qui étaient quand même analytiques, c'est-à-dire qui faisaient des commentaires sur la composition, sur le sujet de l'œuvre. Et on a noté que nous, on facilitait en partie cette communication. Donc, on a pu établir une communication directe par ce projet avec certains visiteurs qui avaient soumis des options. Et l'idée de ce projet, c'était qu'à la fin de l'exposition, on avait créé un espace où on projetait les images des photographies qui avaient gagné chaque mois un prix, parce qu'on sélectionnait un gagnant ou plusieurs gagnants tous les mois. Donc on faisait de la pub au concours à la sortie de l'exposition. Et ça permettait aux visiteurs de voir une œuvre qu'il avait créée ou soumise dans l'espace même du musée. La dernière façon dont on utilise les nouvelles technologies pour engager les visiteurs, c'est de leur permettre de créer des contenus. Et nous, on distingue entre la création de contenus fermés et ouvertes. Alors, on commence par ouverte. Donc, l'idée, c'est création de contenu libre. Alors là, je vous montre un exemple d'un projet qui s'appelle Inspiré par Matisse. J'ai presque fini. Inspiré par Matisse. Alors, c'est pour une expo Matisse. On a développé un espace où on a mis à disposition de visiteurs une application qui permettait de créer de dessins. L'idée, c'était de créer des dessins inspirés par Matisse et les soumettre sur un site internet et sur lequel d'autres visiteurs pouvaient voter ou commenter. Donc, toujours le même système. Là, vous voyez des exemples de soumissions que les gens ont fait. On en a eu presque 4000 pendant les 3 mois de l'exposition. Et l'idée, comme vous voyez, c'est que la plupart de ces propositions que les gens ont fait, en effet, reflétaient sur les thématiques abordées par l'artiste. Et même les aspects esthétiques de l'œuvre de Matisse ressortent dans les contributions qu'on a eues. Donc les gens, quand même, avaient prêté attention à ces concepts-là. Donc là, c'est une forme de création ouverte, parce que les personnes étaient libres de créer eux-mêmes sur la thématique de Matisse. Là, je vous montre 2 exemples de création fermée, dans lequel on permet aux visiteurs de créer des contenus, mais c'était sur des modèles prédéfinis. Alors là, il y a la création d'un self-portrait, autoportrait. C'était pour une expo sur le néo-impressionnisme, dans le pointillisme. C'était une expo sur le portrait d'impressionniste. Donc l'idée, c'était qu'on a créé une application qui va permettre aux visiteurs de prendre une photo de soi, et puis après une série d'étapes, ça pouvait devenir un portrait d'impressionniste qui pouvait eux-mêmes s'envoyer par mail, partager sur Facebook, et à la fin de l'exposition, ils pouvaient voir leur portrait projeté à la fin de l'exposition. C'était très intéressant parce qu'on voyait les gens devant le portrait avec d'autres personnes prendre une photo d'eux. Donc, c'était vraiment de la méta-selfie. Alors, là, c'est intéressant parce que c'est le projet qui a eu plus de succès, avec 61% de visiteurs qui ont créé une photo, même plusieurs si vous voulez. Et surtout, la chose intéressante, c'est que notre public dans cette exposition, c'était un public assez âgé, et que quand même 59% de visiteurs qui ont utilisé cette application étaient un public d'un certain âge. Donc c'était quelque chose qui était aussi utilisable par un public qui n'était pas nécessairement habitué au selfie. Là, c'est la dernière application qu'on vient de développer pour l'expo sur Gustav Baumann, qui est un créateur d'estampes. Alors, l'idée de l'exposition, vous voyez, ça c'est la signature de l'artiste, Gustav Baumann, et il accompagne sa signature avec un symbole qui est un cœur et la main. Le cœur, c'est le cœur de l'artiste, et la main est la main de l'artisan. C'est ce concept de l'artiste-artisan qui est le concept clé de l'exposition. Donc, on a créé une application, dont le design était fait aussi par une étudiante du master, qui permet aux visiteurs de créer leur propre signature et leur propre symbole en choisissant des options qu'on leur propose. Donc, ce n'est pas ouvert complètement, mais on leur donne des choix. Et donc, c'est l'idée de renforcer le concept clé de l'exposition. Alors, pour finir, je vais juste faire quelques considérations. Pour nous, nous sommes un musée d'art et nous avons un public d'un certain type. Donc, il est très important que les applications numériques qu'on développe soient intuitives et simples. Les gens ne lisent pas d'instructions, donc il faut vraiment qu'ils comprennent tout de suite comment ça marche. Ça doit convenir à tous les âges, parce qu'en effet, notre public tend à être assez âgé. Donc, quand on développe quelque chose, ça doit marcher pour une personne de 6 ans et une personne de 75. On doit être assez discret, dans le sens qu'on est quand même un musée d'art, donc l'attention doit être portée quand même sur les œuvres. Donc, on doit essayer quand même d'être discret.
Et surtout, proposer une interaction rapide. Parce que quand on a 60% de visiteurs qui utilisent un outil de médiation, on veut éviter des problèmes de flux de visiteurs. Et aussi, on choisit des solutions qui sont simples et faciles à maintenir. Moi, on n'a pas l'infrastructure pour faire des grandes choses, donc c'est mon département qui s'occupe de, tous les matins, d'aller voir que toutes les applications fonctionnent bien. Quand il y a des problèmes, c'est nous qui sommes appelés le week-end. Donc, bien évidemment, il faut qu'on sache comment, sans avoir vraiment de compétences technologiques très développées, hein, comment résoudre des problèmes. Et alors, voilà ma conclusion. Donc, c'est à cause de ça que souvent, on utilise aussi des outils de médiation analogue, parce que la technologie n'est pas toujours la meilleure réponse. Et là, c'est des exemples d'expériences tactiles qu'on a développées dans le musée. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia. C'était passionnant. Et bravo pour ton français. Merci pour ces retours d'usage très complets et j'étais assez surpris, agréablement surpris par les très forts taux d'implication et d'interaction de vos visiteurs, même âgés, avec ces outils. Est-ce que c'est, quand vous avez déployé ces outils, le risque de l'exclusion en fonction des âges ou même en fonction des catégories sociales et du taux d'équipement des outils numériques, des terminaux numériques, a été une question que vous avez eue en tête? Est-ce que vous êtes posé la question du caractère excluant, enfin éventuellement excluant de ces technologies numériques? Oui, c'est pour ça qu'on fait des tests, parce que personnellement, notre budget ne nous permet pas de faire un choix exclusif. C'est-à-dire que quand j'investis même 20 000 $ dans l'achat d'un certain nombre d'iPads, je dois justifier que ça soit utilisé par un certain nombre de personnes, parce que sinon, l'année prochaine, je n'aurai jamais l'argent pour faire la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui nous a poussé à tout tester, parce que vraiment, l'idée, c'était de ne pas se permettre d'avoir une approche exclusive sur un cible qui est très peut-être jeune. Et donc, et aussi, on voulait s'assurer que les visiteurs âgés, même s'ils décidaient de ne pas utiliser ces outils, n'étaient pas embêtés par la présence de ces outils. Parce que quand même, c'est notre public principal. Donc, on doit quand même faire un travail d'essayer de garder ce public ainsi que de développer de nouveaux publics. Donc, bien évidemment, c'était une démarche importante et les tests nous ont aidés à essayer de trouver des solutions qui convenaient à plusieurs personnes et qui ne dérangeaient pas ceux qui ne voulaient pas utiliser ces outils. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Je vais en prendre une première sur l'intervention de Sylvia. Bonjour. Christelle Boula, Centre des Monuments Nationaux. Oui. J'avais juste une question. Vous avez commencé votre intervention en parlant des non-publics, que vous faisiez des tests avec les non-publics, et j'étais intéressée de savoir comment vous procédiez. Alors, il y a plusieurs façons de consulter des noms publics. Déjà, on fait des études généraux pour comprendre qui sont les noms publics et comment quelles sont les barrières d'accès au musée et qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire parvenir. Alors là, dans ce cas-là, on consulte des boîtes. On travaille avec des boîtes qui s'occupent de recherche de marché et de segmentation et d'études de segmentation, et on travaille avec eux. Là, ça, c'est un premier niveau. Après, quand on veut tester des concepts d'exposition, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on utilise un outil qui s'appelle SurveyMonkey. Et donc, on fait des enquêtes en ligne et on peut acheter, soi-disant, à travers le système, des emails qui sont de personnes qui ont certaines démographiques dans la région. Et on leur envoie des enquêtes en ligne. Et comme ça, on peut poser des questions à des visiteurs, parce que bien évidemment, on a des emails de visiteurs, mais aussi à des personnes qui ne sont pas nécessairement des visiteurs. Donc, on peut les atteindre comme ça. Une autre chose qu'on fait, c'est d'aller dans les shopping malls. Donc simplement, là c'est où les gens s'engagent aux États-Unis. Donc on prend notre petite carte, petit chariot, et on va dans les shopping malls et on attend des gens et on arrête des gens comme ça. Et on leur pose des questions. Ça arrive pas tout le temps parce que quand même c'est un travail, mais on fait ça aussi. Ça répond à votre question? Oui, oui, merci. Une autre question? Alors, on va garder du temps pour faire des questions globales à ce moment-là. Alors, je vous disais tout à l'heure que nos deux invités étaient éloignés, mais vous allez le voir dans la démarche très pragmatique, elles se rejoignent beaucoup. Je vais donc accueillir Anne Prugnon, responsable Nouveaux Médias
Science Museum. Alors, on avait préparé une petite... on a trouvé une belle bande-annonce d'une expo avant de te donner la parole. Okay. On va peut-être la diffuser. Vous allez me faire un spoiler? Non, c'est pas un spoiler. Non, elle est belle, la bande-annonce qu'on a choisie. Voilà, c'était pas un spoiler. Donc Anne, après avoir travaillé plusieurs années en tant que conceptrice multimédia dans le secteur du ludo-éducatif, vous êtes partie vous installer en Angleterre. Et vous êtes actuellement, donc, comme je disais, New Media Manager, responsable de la médiation numérique, de la conception, de la mise en place de ces outils numériques, à la fois dans les grandes expositions temporaires et dans les galeries permanentes. Et je vous laisse la place. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Anne Prognon, je suis New Media Manager au Science Museum. Donc pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire un peu New Media, c'est uniquement les outils de médiation numérique qu'on va mettre en galerie et qui ont un rapport avec la visite. Donc on ne s'occupe absolument pas de ce qui est web, social media ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Et on travaille en collaboration avec l'équipe des publics et l'équipe de contenu à la conception de l'exposition, donc un petit peu sur le même modèle que Sylvia. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Science Museum, c'est le musée de science et d'industrie d'Angleterre. On fait partie d'un groupe de 5 musées, le Science Museum Group. On est le seul qui soit sur Londres. On est un peu particulier parce qu'on est à la fois un musée, c'est-à-dire qu'on a 16 000 objets exposés au musée, et à la fois un centre de sciences, puisque nous avons aussi des galeries dédiées à la science contemporaine, ainsi que des espaces de découverte de phénomènes scientifiques, comme ici à la Villette. Donc, comme tous les musées nationaux en Angleterre, notre musée est à accès gratuit. Et cette gratuité, ça veut dire jusqu'à 3,5 millions de visiteurs par an. On peut avoir jusqu'à 130 000 visiteurs par semaine pendant les vacances scolaires. Ce qui veut dire que notre objectif à moyen terme, c'est pas faire grandir notre audience de manière exponentielle, mais vraiment de réfléchir à comment égaliser l'accès de notre audience par rapport à les différentes segmentations de notre public. Et en particulier de faire venir nos jeunes adultes, puisqu'ils peuvent venir hors vacances scolaires et en soirée. Alors on sait déjà que, comme sur le petit trailer, que nos visiteurs viennent faire de la silent disco le dernier mercredi du mois au Science Museum, dans la galerie de l'espace. On veut aussi, bien sûr, qu'ils viennent le reste du mois. Et donc, pour ça, on a entrepris, il y a un peu plus de 5 ans, un grand programme de redéveloppement de nos espaces permanents, parce qu'ils étaient un petit peu datés. Alors, juste pour vous donner un exemple, en haut, c'est la galerie des mathématiques telle qu'elle est encore visible il y a 2 mois. Et en bas, c'est la galerie des mathématiques qu'elle sera visible d'ici 10 mois, si tout va bien. Tout va bien, très bien se passer. Donc, quand on redéveloppe des galeries d'exposition, on aimerait tous que le visitor engagement, ce soit celui-ci. Alors, je sais que Sylvia et moi, on a beaucoup parlé de visitor engagement, parce que c'est un terme qui est très important en anglais. Donc, quelle est la motivation un petit peu du visiteur? Malheureusement, notre collection au Science Museum, elle est un petit peu plus difficile d'accès que ça, et on a fait des tests initiaux pour un peu comprendre quel est le potentiel de notre collection. Et on s'est aperçu qu'on avait énormément de ce qu'on appelle des barrières à l'engagement. Alors, vite fait, parce que ce n'est pas vraiment le thème de la présentation, je vais vous présenter les barrières principales. Donc, nos objets n'ont jamais été faits pour convier un message. Donc, on dit qu'ils sont opaques ou silencieux. Ce n'est pas un fer à friser, c'est un pacemaker. Le problème, c'est qu'ils sont aussi éteints ou statiques, alors que la majorité des objets scientifiques, ils sont censés être manipulés et utilisés. Ils sont génériques, ils ont été manufacturés pour la plupart, produits à des milliers d'exemplaires. Donc, ils n'ont pas l'aura de l'œuvre d'art qu'on peut avoir d'habitude ou de l'objet ethnographique.
Ils sont communs, on a tous une Darty Box à la maison, donc je ne vois pas pourquoi on irait en voir une au Science Museum. Et finalement, quand on essaye un peu d'expliquer pourquoi ils sont importants, finalement, les concepts qui sont derrière, ils sont relativement complexes, soit parce que pour des questions scientifiques, mais aussi pour des questions sociales ou éthiques. Hein, ça, c'est une machine à euthanasie. Donc c'est vrai que pour commencer à aborder la question, c'est un petit peu compliqué. Alors, pourquoi je vous parle de ces barrières? Parce que pour nous, les barrières, c'est vraiment le point le plus important et la façon dont on articule notre travail. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a la compréhension des barrières qu'on va réfléchir aux outils de médiation. Parce que c'est vraiment, parce qu'il y a un travail, on a des sous, mais on n'en a pas assez pour pouvoir se disperser. On fait vraiment un travail d'offrir des solutions à des problématiques de médiation très très concrètes. Alors ça, c'est des barrières génériques. Bien évidemment, quand on commence les projets, on refait des séries de focus group où on va, cette fois-ci, identifier les barrières qui sont spécifiques au sujet, des expositions, mais aussi, heureusement, il n'y a pas que des barrières, on va aussi un peu découvrir aussi quels sont les appétits par rapport à certains des sujets scientifiques que l'on présente. Alors c'est seulement une fois qu'on a fait tout ce travail-là qu'on commence à faire ce travail de réflexion sur la conception des expériences de médiation. Et comme je l'ai dit, on travaille avec l'équipe des contenus qui savent où est-ce qu'on voudrait amener les visiteurs, avec l'équipe des publics qui savent d'où les visiteurs partent, et vraiment on travaille à définir ces expériences qui vont transporter, si j'ose dire, les visiteurs d'un point A ou à un point B. Et ce travail de conception des expériences de médiation, on va le faire de manière itérative en suivant la hiérarchie de nos messages. Donc le thème principal, puis on va faire ça, on va découper. On fait ça de manière itérative parce que souvent, en descendant d'un niveau, on s'aperçoit qu'il faut qu'on revoie les niveaux du dessus, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir notre stratégie de médiation. Alors, une fois qu'on a son stratégie de médiation, on passe énormément de temps à planifier avant même de commencer la rédaction des cahiers des charges. Et alors, je vous ai traduit de manière très, très succincte un tableau type d'activity plan qu'on est obligé de remplir. Et je voudrais particulièrement amener votre attention sur les deux dernières colonnes, qui est que, avant même de commencer, il faut qu'on réfléchisse toujours à comment on va s'apercevoir que l'expérience de médiation, elle a vraiment elle a réussi, elle nous permet d'arriver au but, et quelles sont les mesures de succès, à quoi le succès va ressembler, comment on va pouvoir l'observer, et quelles vont être les stratégies d'évaluation qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir observer ce succès-là. Et ça, c'est particulièrement important pour nous au Science Museum, parce que comme je l'ai dit, on est gratuit. Donc, qui dit gratuit dit pas de revenus. Dit pas de revenus, dit un travail énorme de recherche de fonds qui se passe pendant toute la phase de conception du projet. Et ces marqueurs de succès, ça va être les éléments qui vont nous permettre d'aller chercher nos sponsors et nos funders, parce que ils ont besoin de comprendre quel va être vraiment l'impact des solutions qu'on va mettre en place grâce à leurs fonds. Donc, une fois qu'on a l'activity plan and the operational plan sign off, enfin agreed, enfin, je ne sais plus, voilà. Moi, je suis française, mais je parle tellement pas français que pareil, je bute sur mes mots. Donc, une fois qu'on a ça en place, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à écrire les appels d'offres, à monter le cahier des charges, faire les appels d'offres et commencer le travail de production. Alors, comme avec Sylvia, on fait aussi des évaluations formatives, c'est-à-dire des évaluations qui vont se passer pendant les phases de développement des outils numériques. Et on va faire jusqu'à 4 prototypes par dispositif. Alors ça, c'est pour s'assurer que tout au cours du développement, on est toujours là à essayer de bien communiquer les bons messages et les bons learning outcomes, qu'on essaye bien de lever ces barrières qu'on avait identifiées initialement. Et comme Sylvia le disait aussi, c'est pour s'assurer que finalement, en construisant ces dispositifs de médiation, on ne rajoute pas de barrières supplémentaires parce qu'on a voulu avoir une interface un petit peu trop funky ou des choses comme ça. Donc c'est pour s'assurer que finalement, on ne crée pas de barrières fonctionnelles, par exemple, et que les dispositifs sont intuitifs et qu'aussi qu'on est sur la bonne voie pour finalement
démontrer qu'on a bien atteint nos mesures de succès. Alors, comment ça se traduit? Je vais principalement vous montrer des exemples qui viennent d'une galerie qui s'appelle Information Age. C'est une galerie qu'on a ouverte il y a un peu plus d'1 an. C'est la galerie des technologies de communication. C'est une galerie qui n'est pas une galerie parcours, c'est malheureusement un open space de 2500 m², divisé en 6 zones. La galerie contient à peu près une centaine de dispositifs numériques, dont un gros tiers est interactif. Voilà. Alors, j'ai groupé les choses dont je vais vous parler en grandes familles, juste pour, comme ça, donner un peu de structure. Mais enfin, ça aurait pu être groupé n'importe comment. Donc, premier élément, quelles sont les expériences qui permettent aux visiteurs d'aller au-delà de cette espèce de dédain qu'on aurait pu imaginer par rapport à nos objets? C'est des expériences qui sont narratives. Donc, c'est pas seulement parce que storytelling, c'est à la mode, c'est vraiment parce que pour aider nos visiteurs à comprendre quel est l'intérêt des objets, raconter des histoires, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et donc, premier exemple d'expérience narrative, c'est des expériences où nos visiteurs sont les héros. Alors, parce qu'on est un point de contenu qui était très très important pour Information Age, c'était de démontrer que l'histoire des technologies, c'est pas uniquement l'histoire des inventeurs, mais c'est aussi l'histoire des utilisateurs. Et on a fait beaucoup de travaux, particulièrement les travaux participatifs, où on a beaucoup travaillé avec les communautés pour comprendre comment eux, ils utilisent les technologies. Et ensuite, ce sont des histoires qui ont été démontrées, qui ont été montrées en galerie. Et ça permet quand même un certain niveau d'identification de la part du visiteur et d'augmenter leur engagement. Une deuxième type d'histoire, on a fait des histoires où finalement cette fois-ci c'était l'objet qui est le héros. Alors, je peux lancer la vidéo. Et donc ici on a développé des vitrines avec un écran interactif, un écran transparent qui est aussi un écran interactif, où l'objet en vitrine est vraiment au cœur du dispositif. Et donc toute l'histoire et toute la narration s'articulent autour de l'objet. Et ce qui était important aussi pour nous, c'est qu'il y a des moments où cette animation disparaît entièrement, et finalement l'objet réapparaît dans le musée, en tant qu'artefact dans le musée, et c'est ce va-et-vient entre le mode narratif et le mode d'exposition qu'on trouvait particulièrement intéressant avec ces dispositifs. Ouais, je sais, je stresse. Je m'excuse. Je parle jamais en français, alors. Un deuxième élément, c'est un troisième élément des expériences narratives, c'est bien évidemment des expériences où le visiteur est le héros. Et là, cette image, c'est pas une image d'Information Age, c'est une image du grand collisionneur qui a tourné et qui est aussi venu ici au Palais de la Découverte. C'est ça, hein. Et alors, de créer des environnements immersifs quand c'est le thème d'une exposition, c'est facile. Alors, on s'est posé la question de comment on pouvait le faire pour Information Age, puisque c'est une galerie de collection, donc c'est un peu plus compliqué. Et on a créé des storybox, et je reviendrai sur les storybox un peu plus tard, mais c'était une façon comme ça de réfléchir à des espaces immersifs pour des galeries permanentes. Alors, deuxième famille d'expériences qui marchent bien. Alors, on parlait bien évidemment des expériences actives. Je ne vais pas revenir ici, je prêche pour les convaincus, comme pour dire que l'interaction et l'accès au contenu donnent un sentiment de contrôle au niveau de l'expérience, et que c'est important. Je vais juste donner quelques exemples qu'on a mis en place à Information Age. Donc, le premier, pour démontrer l'intérêt du contenu à la demande, c'est cette app qu'on a fait avec nos audiences malvoyants. Alors, la petite histoire derrière cette app, c'est qu'on n'avait pas du tout l'intention de faire une app à la base.
on avait prévu de faire un outil qui allait les aider à la visite. Et c'est uniquement grâce au travail, au focus group et au travail en conversation avec eux que ce projet est devenu une app, parce qu'ils ont identifié une solution technique qu'à la base, on n'aurait pas retenue. Ils ont choisi... on avait fait des tests avec des solutions iBeacon Technology, et nous, on avait trouvé que le temps de réponse n'était pas satisfaisant, que la granularité n'était pas assez satisfaisante pour ce dont on avait besoin, puisque je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des iBeacon dans vos musées, mais les iBeacon, ça n'aime pas le métal, ça n'aime pas le verre, et ça n'aime pas l'eau, qui est la majorité de ce quoi nos corps sont constitués. Donc c'est un petit peu délicat à mettre en place dans des galeries d'exposition où il n'y a que des grandes vitrines. Mais ils nous ont démontré que pour eux, ces petites difficultés techniques que l'on rencontrait, eh ben, ça n'enlevait rien à ces énormes gains d'autonomie qu'ils avaient l'impression que la technologie leur apportait. Et que si on était assez ouvert et assez franc et qu'on expliquait que c'était le b.a.-ba de l'expérience, et ce gain était tellement important que pour eux, les petits détails techniques, on pouvait passer outre. Et donc finalement, ça nous a vraiment encouragés à mettre en place cette application et à pouvoir en tout cas commencer à apprendre avec eux quels intérêts les nouvelles technologies peuvent apporter en termes d'accessibilité. Autre élément d'expérience active, c'est quelque chose par rapport à une exploration haptique, si tu veux bien lancer les vidéos. Donc, comme je disais, nos objets sont majoritairement faits pour être manipulés à la base. Et donc, on a mis en place une série de 7 interactive models, comme on les appelle. Donc, c'est des réplicas à l'identique quasiment, quand on pouvait, des fois on ne pouvait pas, d'objets qui sont en vitrine. Et on laisse les utilisateurs pouvoir manipuler ces objets. Et maintenant, grâce aux microcontrôleurs et aux capteurs, etc., on a un moyen de capter en direct l'action des visiteurs et de leur montrer en direct comment l'action a un impact sur ouvrir et fermer un circuit, comment ça démontre les procédés scientifiques qui sont à l'intérieur de ces objets et comment ça encode un signal et permet la communication. Autre exemple d'expérience active, donc c'est des activités créatives et autogérées. Donc pareil, des activités créatives ouvertes, j'ai envie de dire. Alors là, l'idée, c'est que c'est une offre qu'on a fait pour les scolaires et les familles. On s'était dit que ce n'était pas la peine de leur donner du contenu en plus. On avait quand même travaillé pendant 1 an à développer une galerie qu'on avait déjà beaucoup du contenu. Donc on a décidé de faire une app qui était complètement vide de contenu, mais uniquement avec des activités. C'est un peu la méthode moderne de la feuille d'activité qui existait avant imprimée. Mais c'est des activités qui sont un peu plus engageantes, puisqu'ils vont pouvoir dessiner, faire des vidéos, pouvoir faire des associations entre les objets. Et les activités sont framed, sont cadrées avec cette idée que si juste ils regardent les objets, c'est bien. S'ils lisent les cartels, c'est mieux, parce qu'ils y arrivent mieux, etc. Et donc, finalement, la motivation pour visiter l'exposition, elle passe par le désir de créer ces activités en groupe, parce qu'on les encourage à être en groupe, mais enfin, ils peuvent le faire aussi tout seuls. Dernier exemple d'expérience active. Alors, il y en a peu dans Information Age, donc c'est pour ça que j'ai mis une image qui vient d'une autre galerie. C'est l'élément performatif, parce que même si on peut tous parler de comment l'accès à la demande au contenu, c'est intéressant, pas tous nos visiteurs aiment manipuler des dispositifs interactifs. L'intérêt avec les éléments performatifs, c'est que finalement, quand certains visiteurs utilisent ces plateformes, ils deviennent acteurs pour d'autres visiteurs qui, eux, seront spectateurs, et ça leur permet quand même d'accéder au contenu, et c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup au Science Museum. Alors, troisième groupe d'expériences qui marche bien, et qui sont importantes, c'est pour nous, c'est que les expériences soient sociales. Alors, parce que la majorité partie de nos visiteurs viennent en groupe, et
si on offre beaucoup trop de multimédia ou si on offre beaucoup trop de dispositifs narratifs, ben finalement, ça ne permet pas de maintenir l'échange et le dialogue qui normalement s'opère entre des gens qui viennent visiter un musée. Donc quelque chose qu'on essaye de mettre en place, bien évidemment, c'est de la même façon que vous réfléchirez à n'importe quel parcours de visite, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a des temps de silence, qu'il y a des moments où il ne se passe rien, il y a des moments de calme, et tout ça, ça se clé complètement bien. Un autre élément, c'est de s'assurer qu'il y ait des contenus complémentaires et multiformes. Alors là, par exemple, c'est un standard téléphonique qui a un cartel normal avec une photo, etc. À côté de ce standard téléphonique, il y a un dispositif numérique où les gens peuvent s'amuser à reproduire le geste des opérateurs téléphoniques et ça leur donne accès à des fichiers audio qui vont être des testimonies de standardistes qui vont raconter quelles étaient les conditions de travail et quels étaient leur travail au jour le jour, et de la complexité, par exemple, de prendre et de connecter des appels. Avec en dessous un autre exemple, qui est cette fois-ci un exemple d'une actrice qui vient de temps en temps démontrer des choses. Pardon, Et vraiment, là, c'est important de pouvoir offrir des choses qui sont différentes, parce qu'on s'aperçoit que les gens, quand ils viennent en groupe et qu'ils se forment en groupe, c'est parce qu'ils sont tous conscients qu'ils ont tous quelque chose à amener. Et qu'ils ont tous des modes de perception et des modes d'apprentissage qui sont différents. Et de leur offrir quelque chose à chacun, ça permet de pouvoir leur permettre de garder cette dynamique de groupe quand ils viennent nous voir, parce qu'ils vont tous voir des choses relativement différentes par rapport à notre contenu, et ça va leur permettre d'avoir quand même une expérience sociale. Troisième élément des activités sociales, c'est bien évidemment de faire des jeux en groupe, idéalement collaboratifs, mais enfin, c'est pas toujours collaboratif. 4 grandes familles d'expériences qui sont importantes, c'est de s'assurer que ces expériences elles sont mémorables et racontables. Alors je passe vite parce que je pense qu'un film, ça va vous raconter mieux que... Donc comme je disais, on a essayé de réfléchir à quelle pouvait être la solution de créer des espaces immersifs au sein d'une galerie de collection. On a créé justement 6 petits environnements immersifs qui correspondent à chacune des zones de l'exposition. Et ces éléments racontent des histoires. Et on a travaillé avec des artistes plutôt qu'avec des concepteurs pour faire des expériences qui ont de l'impact, des expériences qui peuvent être poétiques, des expériences qui peuvent être drôles et inattendues au Science Museum. Et on essaye de se dire que si l'expérience elle a beaucoup d'impact, si l'expérience elle est mémorable, si les gens ils ont envie de la raconter, finalement ça va être le premier lien pour qu'ils deviennent des ambassadeurs, mais aussi qu'ils articulent les messages, qu'ils se les réapproprient et puis ça permet une meilleure compréhension des sujets. Et aussi quand on fait ce genre d'événements, alors comme je dis, nous on ne travaille pas vraiment avec de social media, mais on réfléchit toujours à quel va être le backdrop à selfie qui va bien faire pour que vraiment encourager, si les social media, c'est leur mode de communication, les encourager à le faire ici aussi. Ouais. Je pensais qu'on allait passer, j'ai oublié de te dire, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on a tout mis en galerie et que les galeries sont ouvertes, on finit bien évidemment par des évaluations sommatives. Donc, qui ont 2 buts. Le premier, c'est s'assurer qu'on a effectivement délivré ce qu'on avait promis. Pouvoir nous continuer à apprendre, parce que même si sur les évaluations sommatives de Information Edge, c'est plutôt positif. On a des temps de visite qui peuvent aller des fois jusqu'à 2 heures dans la galerie. C'est un record pour nous. Sachant que c'est des espaces qui sont, où il n'y a pas de délimitation, c'est-à-dire que c'est très facile pour un visiteur de flotter d'un espace à l'autre. Donc quand il décide de rester pendant 2 heures dans un espace, c'est tout positif.
Donc mais on a quand même des choses à apprendre, des choses à améliorer, en particulier en ce qui concerne la division physique des espaces, la gestion du son, où des fois on a un peu encore des choses comme ça qui ne marchent pas. Mais surtout, pour nous, les évaluations sommatives, c'est l'opportunité aussi de dire à nos sponsors qu'on a bien fait le travail qu'on nous avait demandé, qu'on est des partenaires importants pour eux, et ça nous permet de pouvoir vendre, ou enfin pas vendre, mais de pouvoir continuer ce travail de recherche de sponsors pour les expositions à venir. Alors juste en avant-première, des exemples sur lesquels on travaille. Alors, on va retravailler sur une exposition temporaire sur les robots. On refait l'intégralité de nos espaces dédiés à la médecine. On est en train de travailler à une nouvelle galerie interactive pour les enfants. Et pour la première fois, grâce au succès qu'a eu le guide pour nos audiences malvoyantes, on a enfin commencé à réfléchir à pouvoir faire des projets qui vivent indépendamment des projets d'exposition, c'est-à-dire des projets qui vont pouvoir continuer interprojets. Voilà, je m'excuse, j'ai dépassé un peu. Merci. Merci beaucoup, Anne. Quel stress! On va prendre peut-être une question ou deux questions sur l'intervention d'Anne. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à Anne, et ensuite on posera des questions communes. Anne, Sylvia. Si personne n'a une question, j'ai une question pour Anne. Bonjour, Elena Legal du Musée de la Grande Guerre à Meaux. Moi j'avais une question, vous parliez d'évaluation. Je suis là. Vous parliez d'évaluation et je voulais savoir justement comment vous évaluiez vos applications multimédia avant, enfin comment vous décidiez de quelle manière vous les évaluiez. Parce que on en a tous des multimédias et c'est vrai qu'on a difficilement des retours sur la manière dont ils sont utilisés. Donc, Mais voilà. sur le choix des méthodologies? Oui. Alors, on a, comme pour Sylvia, on a un département d'évaluation en interne. On les appelle d'ailleurs, on les appelle Audience Advocate and Researcher. Et c'est eux, en fait, qui décident, selon le concept du dispositif, comment ils vont mener les évaluations, dans l'idée qu'ils savent que, comme je disais, les dispositifs ils doivent délivrer des messages, et ils doivent lever des barrières. Donc s'ils voient qu'il y a quoi que ce soit s'ils identifient qu'il y a quoi que ce soit qui pose un problème, ils vont dire c'est ça qu'on veut évaluer, et ensuite ça va être à nos prestataires ça va être leur challenge de réfléchir à comment il va falloir qu'ils construisent la séquence de production pour qu'on puisse tester ces éléments-là tout au cours de la production. Donc quand on monte nos cahiers des charges, la méthodologie de travail, elle est vraiment mise en avant auprès de nos prestataires. Ils savent que c'est un process itératif, mais alors même si ça augmente un tout petit peu leur temps de travail, ils savent qu'il y a une valeur ajoutée à la fin au niveau de la qualité de leurs produits, et en général ça passe très très bien. La même question peut-être pour Sylvia? Je vais répondre à la même question. Ou non, tu avais déjà, oui, tu as déjà largement répondu, pardon. Une question pour Sylvia ou pour Anne? Toujours du même côté. Bonjour, Élise Maillard, Musée du Louvre. Je me demandais en fait comment vous étiez passé de l'ancien modèle au nouveau modèle, notamment auprès des conservateurs. Je m'attendais à cette question. Alors, bon, ça a été un procès assez douloureux, je dois le dire, qui continue toujours, parce que quand même, c'est juste 3 ans, et dans la vie d'un musée, 3 ans, c'est rien. Mais la question simple et la réponse simple, c'est que ça est venu du haut. C'était la décision du directeur qui a dit les expériences qu'on propose ici ne sont pas engageantes. On doit changer la façon dont on engage les visiteurs. Donc, il nous a chargé mon responsable de trouver une solution. Mon responsable a dit on va créer un département qui va s'occuper de ça. On a regardé d'autres modèles de musées. On a regardé surtout de musées de sciences et parce que des musées d'art ne sont pas
avancé sur ce sujet-là. Donc on a regardé des exemples d'autres types de musées et dans d'autres domaines. Et on a développé ce processus. Hein. Et après, on a commencé à le tester avec une expo. C'était l'Expo Matisse, la première avec qui on a fait ça. Et bon, il y a de la résistance, toujours, même si on voit quand même après 3 ans que les résultats commencent à venir, qu'ils commencent à s'habituer à ce processus. Il y a quand même... Il y a eu il y a des conservateurs qui ont travaillé de cette façon pendant beaucoup de temps. Donc, il faut être patient. Il faut accepter la tension, le conflit. De temps en temps, tu vives dans cette dimension-là, et donc tu dois quand même accepter que de temps en temps, c'est ça. Dans la plupart des cas, on arrive à trouver des compromis et des solutions. Et surtout, quand on consulte l'utilisateur, des fois, des questions qu'on avait, on a la réponse, parce que la réponse nous est donnée par le visiteur, qui ne comprend rien de quelque chose, ou qui sait très bien utiliser quelque chose, ou qui répond très positivement à une idée. Alors cela, ça sert de temps en temps à trouver des compromis et à trouver des solutions, parce que même si on n'est pas d'accord, à la fin, c'est l'importance du visiteur. Il y a eu quelques cas où on a dû vraiment leur dire, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous discuter avec le directeur. Mais ça a été très peu. Donc on arrive à trouver des compromis. Merci. J'avais une question à vous poser. Tout à l'heure, dans les coups de cœur du clic, j'ai parlé de l'exposition du LAM. Et à la sortie de l'exposition, c'est toujours intéressant de regarder les livres d'or, qui sont un autre outil d'évaluation. Et dans cette exposition, il y a beaucoup de réactions sur notamment les cartels numériques. Donc vous avez 3 types de réactions. Vous avez les enthousiastes, ah c'est super. Vous avez les réfractaires, rendez-moi mes anciens cartels. Et vous en avez d'autres qui disent, mais pourquoi vous ne mettez pas les deux? Donc ma question, c'est comment on gère la transition entre du tout analogique au tout numérique pour gagner des nouveaux visiteurs, notamment les plus jeunes, sans perdre les visiteurs, j'allais dire, historiques, qui doivent encore constituer le cœur du cœur de vos musées. Comment on fait cette transition? Donc, tout à l'heure, Anne, elle a un peu répondu, parce qu'elle a dit, on garde de l'analogique et on garde des choses qui se manipulent. C'est pareil pour nous. Ça veut dire qu'on fait un mélange, on propose des expériences numériques et des expériences analogues. Et je dois dire quand même que... Alors, quand on fait des évaluations, on voit que certains publics sont portés plutôt vers l'analogue et d'autres vers le digital. Mais en même temps, moi je vois souvent des enfants qui interagissent avec une interface analogue toute simple. Pour eux, il s'agit de toucher. Dans un musée d'art où on ne peut rien toucher, le fait qu'on propose quelque chose de très simple pour toucher, ça les satisfait. Le fait que ce n'est pas un écran, ça ne pose pas un problème. Donc je ne veux pas dire que les solutions analogues ne satisfait pas les besoins des jeunes ou des familles. Donc pour nous, c'est d'essayer de faire les deux, de choisir où c'est important de faire du numérique, parce que ça apporte une valeur ajoutée que l'analogue ne nous permet pas de faire. Par exemple, on a parlé de ce plan interactif de l'Indiana, on aurait pu le développer en façon analogue, on a réfléchi sur l'idée de ça pendant 3 semaines, et après on s'est dit non, le digital va nous apporter des avantages que l'analogue ne va pas nous apporter, alors c'est dans ce cas-là qu'on prend cette décision. Sinon, on ne développe pas du digital ou du numérique que pour le goût de développer du numérique. Donc, Anne ? J'allais dire la même chose, c'est-à-dire que comme on a une approche de problem solving, on n'a pas vraiment de problème avec les cartels tels qu'ils sont en ce moment, à part des réflexions d'écriture, de changement un petit peu du style narratif. Donc comme ce ne sont pas des choses qu'il nous faut cibler en ce moment, on fait très très peu de cartels numériques. Une chose qu'on a notée, juste pour vous dire un exemple, quand on consulte des familles sur des projets qu'on propose ou des espaces qu'on propose, souvent la réponse qu'on a, c'est que les parents veulent que de l'analogue, parce que leurs enfants passent tout leur temps devant la technologie, tandis que les enfants, ils partent tout de suite vers les iPads. Alors c'est quand même... il y a aussi cette dichotomie au niveau de... Tu vois, l'enfant et plutôt le parent. Le musée assure la respiration numérique ou analogique. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut s'assurer que le contenu il est en accord avec la forme. C'est-à-dire qu'on serait mal à l'aise avec mettre en galerie un dispositif numérique qui laisse imaginer qu'il y a énormément d'interactivité derrière si c'est pour avoir accès à quelque chose qui est relativement statique.
Nous, on a décidé d'uniquement mettre du numérique là où ça a un impact, soit émotionnel, soit en termes d'apporter de la profondeur de contenu, soit vraiment, comme disait Sylvia, c'est-à-dire des éléments où l'analogue ne peut absolument rien fournir. Pour ce qui est de j'ai envie d'avoir accès à une source un peu encyclopédique du contenu et à approfondir les contenus, on est en train d'essayer de se détacher des cartels et de faire le jump qui va arriver plus tard. C'est que finalement, puisqu'on est en train de développer nos collections en ligne, elles vont devenir extrêmement riche, et c'est de réfléchir à des méthodes où finalement c'est une utilisation ubiquitaire de ces sites de collection, où on va encourager nos visiteurs à utiliser le site de collection lorsqu'ils sont en galerie. Donc en gros, ça revient à mettre un cartel dans la main de chacun des visiteurs. S'ils ont envie, si c'est le mode d'interaction qu'ils choisissent, puisqu'on a le Wi-Fi ouvert, et donc d'encourager les visiteurs à utiliser des ressources qui existent déjà. Et surtout, c'est si on leur donne ce moyen d'accès lorsqu'ils sont en galerie, avec l'espoir que finalement ils vont découvrir la richesse des collections et potentiellement continuer cette exploration une fois qu'ils rentreront chez eux. Alors pour le moment, c'est que du spéculatif parce que notre site de collection, n'allez pas le voir, on en a un peu honte, mais on y travaille. Mais pour les musées d'art, par exemple, même le problème de l'écran est plus problématique que dans un musée de sciences. Parce que quand même, il y a aussi le problème de reflet de l'écran sur les œuvres. Et donc, ça pose plus de problèmes. Donc, nous, on a même réussi, on est en train de développer de cartels interactifs analogues. Donc, il faut nous expliquer ça. Donc, l'idée, c'est que pas pour toutes les œuvres, mais on fait ce qu'on appelle les lift labels. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu dire ça. Donc, l'objectif, c'est de faire regarder l'œuvre. C'est ça l'objectif d'un cartel. Donc, souvent, on leur pose une question et on leur demande de regarder l'œuvre, de trouver une réponse à cette question, et après, ils peuvent soulever voilà, le cartel et voir la réponse au-dessus du cartel. On ne fait pas pour tout, mais on a essayé de le faire de façon analogue pour éviter la projeter de l'écran à l'œuvre d'art qui pose plein de problèmes. Et ça, vous le faites sur un parcours enfant ou sur un parcours tout public? Non, c'est un parcours... Donc une approche ludique pour tous les publics. Et on a fait des observations, et en effet, on a vu que les gens passaient plus de temps à regarder l'œuvre avec un cartel pareil plutôt qu'un cartel traditionnel. Il nous reste deux ou trois minutes, et je voudrais utiliser ces 2 ou 3 minutes pour parler d'une galerie qui est importante, qui est importante à la Science Museum, qu'on a tous les deux visité, qu'on a tous les deux aimé avec Sylvia, la galerie La Communication. Ouais. C'est la fameuse galerie qui a été ouverte par un tweet de la reine d'Angleterre, et qui a été, je crois, largement financée par les mécènes, ou par un mécène même, enfin une grosse implication d'un mécène. Et du coup, pour reparler un petit peu du sujet qu'on avait évoqué tout à l'heure, comment on travaille avec des entreprises, sur ce projet-là, comment vous avez... est-ce que c'est la galerie qui s'est adaptée à ce que le mécène apportait? Est-ce que c'est le mécène qui s'est adapté? Comment, en quelques minutes, comment vous avez pu concevoir un projet très ambitieux avec ceux ou ces mécènes? Alors donc la galerie en question, c'est Information Edge que j'ai présenté. Donc c'est pas spécifique à cette galerie, c'est spécifique à chacun de nos projets. C'est-à-dire que tous nos projets, j'ai fait le calcul, sont à 80% mécénés. Donc, comme je dis, pour pouvoir attirer les mécènes, il faut être extrêmement spécifique sur ce qu'on essaye de délivrer et comment on va y arriver. La majorité de nos travaux, ça commence à faire un peu des rapports d'activité aussi. Donc, c'est définir comment vont être ces mesures de succès. Et donc, après, les négociations, elles se font un peu backstage parce que, comme je dis, quand on a 80% d'un budget à récolter, on a un département entier du développement qui s'affaire à aller chercher les mécènes pour les projets divers et variés. C'est pour ça que The Activity Plan, donc ce plan d'activité, est très important parce que ça donne à notre équipe de développement les clés de lecture pour pouvoir jouer à mix and match. Donc ce mécène ont ses intérêts en termes de communication institutionnelle. Alors ils vont essayer de les regrouper, c'est leur travail, ils vont essayer de les regrouper par rapport aux offres qu'on a en place. Et donc c'est l'intégralité de l'exposition qu'on essaye de subventionner, et pas juste
pas juste des dispositifs médiatiques. Et est-ce que ces mécènes sont plutôt des mécènes financiers qui vous donnent de l'argent et après, à la limite, vous êtes libre d'aller faire des choix technologiques, des prestataires, faire des appels d'offres? Ou est-ce que ça peut être aussi des mécènes plutôt plus industriels qui, du coup, vont orienter sur le choix d'une solution ou sur des types de technologies? Alors, nous, la recherche du mécène, elle se fait une fois qu'on a monté ce que j'ai appelé notre activity plan. Donc finalement, ils ont une très bonne idée de ce qu'on essaye de mettre en place. Alors la production n'a pas commencé quand on fait la recherche de mécénat, parce qu'on a besoin de s'assurer qu'on a levé un certain nombre de fonds avant de pouvoir commencer à travailler. Mais on est tellement, la phase de planification, elle est tellement longue, elle est tellement grande, elle est tellement détaillée qu'ils savent un peu où ça va. Ils ont normalement zéro implication au niveau du contenu, ça c'est sûr. Ils peuvent, s'ils ont des expertises particulières, donc par exemple, Accenture était un des mécènes sur Information Edge, et eux, ils ont nous donné des petites informations quant à la gestion de projet ou des choses comme ça. Donc ils vont nous apporter des expertises plus que finalement orienter le projet final. Merci Anne. On va être obligé d'arrêter pour cette session. Merci beaucoup à toutes les deux.